Bien, avant d'attaquer, de voir ce que c'est exactement que cet éther ou ce vide quantique, on termine par vous présenter quelques figures très pittoresques de la mécanique quantique. Donc on avait déjà vu Max Planck et Niels Bohr qui étaient très orientés vers la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter dès que vous commencez à rencontrer cette théorie quantique. Il y a tout de suite un côté philosophique qui se pose. Alors ici, vous avez une photo de l'équation de Schrödinger telle qu'elle est représentée sur sa tombe. Il s'est fait enterrer avec sa femme, sachant que c'est ça qui est intéressant. Madame Schrödinger, vous la voyez ici, son mari est là, et c'est classique, lorsque les scientifiques se déplacent, très souvent ils amènent leurs femmes avec eux. Et là ils vont recevoir des prix, la plupart tous ceux-là ils ont reçu les prix Nobel. Donc on les voit là avec leurs femmes. On voit que Schrödinger s'est fait enterrer avec sa femme, et pourtant il n'a pas cessé de la tromper durant toute sa vie. C'est-à-dire que le couple Schrödinger était un couple très libre. Monsieur couchait avec n'importe qui, et madame, de son côté, allait chercher des mathématiciens comme Hermann Weyl, et ils se retrouvaient le soir pour partager un café. Et ils sont restés en très bons termes, alors que chacun allait chercher ailleurs, satisfaire ailleurs ses besoins sexuels. Voilà. D'ailleurs, quand vous regardez Schrödinger sur cette photo, moi j'aime bien parce que comment on appelle ça, c'est des knickers. C'est un vêtement typiquement autrichien. Regardez le nœud papillon, il est complètement de travers. Il se marre comme un bossu. Regardez par opposition la tête de Heisenberg et de Dirac. Heisenberg, lui, on a l'impression que c'est un curé qui est en train de prier. Et Dirac, il regarde ailleurs, il regarde complètement dans le fou. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'ont pas amené leur femme, ils ont amené leur mère. Heisenberg a sa mère qui est ici, et Dirac a sa mère qui est là. Et quand maman est là, hop, on se cache la quéquette, on met le chapeau devant, alors que notre brave Schrödinger, lui, il est avec sa femme, il n'a pas besoin de cacher sa quéquette. Voilà, donc, c'est le genre de photo que j'aime bien travailler. Et regardons un petit peu Erwin Schrödinger, ce qu'il nous dit de la physique quantique. L'unité et la continuité du Vedanta se reflètent dans l'unité et la continuité de la mécanique ondulatoire. Ceci est entièrement cohérent avec le concept tout dans l'un du Vedanta. Je vous rappelle que le Vedanta, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la physique quantique. C'est ce qui a été écrit il y a 4000 ans en Inde. Ce sont des textes sacrés hindous. Et donc on voit qu'il y a une coïncidence entre l'hindouisme et la mécanique ondulatoire. La multiplicité des choses n'est qu'apparente, car en vérité, il n'existe qu'un seul esprit. La physique quantique nous révèle donc l'unité de base de l'univers. C'est pour ça qu'il faut faire de la physique quantique. C'est pour ça que si vous êtes médecin, si vous êtes agriculteur, faites de la physique quantique, parce que c'est la base. C'est Schrödinger qui nous dit, c'est la base, l'unité de base de l'univers. Il n'existe aucun autre cadre de pensée au sein duquel nous pourrions voir la conscience comme plurielle. C'est juste quelque chose que l'on construit en raison de la pluralité temporelle des individus, mais ceci est une fausse construction. Jusqu'à présent, la seule solution à ce conflit, pour autant qu'elle existe, se trouve dans la sagesse ancestrale des Upanishads. Donc, voilà le fondateur de la mécanique ondulatoire qui nous dit, vous oubliez tout ça, vous allez lire les Upanishads, et à ce moment-là, vous aurez les mêmes résultats. Le monde est une construction de nos sensations, perceptions et mémoires. Il est pratique de le considérer comme existant en propre, de manière objective, mais il est certain qu'il ne devient pas manifesté de par sa simple existence. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est toujours évacué, aujourd'hui en 2021. Dès que les gens se mettent à la mécanique quantique, ils font des calculs, ils font des nouvelles molécules, ils font des ordinateurs, ils créent des nouveaux concepts pour Internet, mais ils mettent soigneusement de côté tout cet aspect qui va avec la physique quantique. Vous ne pouvez pas prendre la physique quantique et laisser ça de côté. Ou alors, vous allez à l'inverse de tout ce qu'ont fait les pères fondateurs de cette science. Ici, donc, j'ai déjà parlé d'Eugène Wigner, ou du moins de sa sœur, qui était la femme de Dirac. Lui, il était spécialiste de théorie des groupes, on aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos qui vont venir.
lorsque la province de la théorie physique fut étendue via la création de la mécanique quantique, afin d'englober les phénomènes microscopiques, le concept de conscience revient au premier plan. Il n'était en effet pas possible de formuler les lois de la mécanique quantique de manière complètement cohérente, sans faire référence à la conscience. Vous les prenez tous, un par un, ils arrivent tous à la même conclusion. Physique quantique, il y a de la conscience. Et forcément, la conscience préexiste à la matière. Et c'est ça qui est étrange aujourd'hui, c'est que tout ça s'est dit dans les années 1930. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend dans les universités? Qu'il y a de la matière, ce qui est faux, et que lorsque cette matière devient de plus en plus complexe, la conscience apparaît. C'est-à-dire qu'on va exactement à l'envers de ce que nous disent ces grands esprits scientifiques. Donc, ce qu'on a pris comme position dans cette application Wiki, c'est cette position-là. C'est-à-dire que la conscience préexiste à la matière, que la matière est une construction de la conscience. Pourquoi on a pris cette position, et pourquoi je la défends, puisque je suis le garant scientifique de cette application, c'est parce que j'ai derrière moi Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Eugène Wigner, et même quelqu'un comme David Bohm, qu'on peut rajouter, puisque je vous rappelle que David Bohm, c'est quand même celui qui a étudié cet effet qu'on appelle l'effet Aharonov-Bohm avec un russe, il a mis ça au point. Vous avez ici un tube traversé par un champ magnétique, un solénoïde, qui crée un champ magnétique. On sait très bien que le champ magnétique, si le solénoïde est très long, il n'y a pas de champ magnétique à l'extérieur. Et pourtant, on voit très bien apparaître un diagramme d'interférence quand on fait passer les électrons là où il n'y a pas de champ magnétique. Pourquoi? Parce que derrière le champ magnétique, vous avez une entité qu'on appelle le potentiel vecteur magnétique, qui n'est pas mesurable, mais qui influe sur les mesures, de par sa présence. Simplement, on ne peut pas le mesurer. Donc, ceci nous montre qu'il y a des choses qui sont par principe non mesurables, mais qui ont des effets observables sur la matière. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Et que nous dit David Bohm, donc, en principe, cette réalité forme un tout indivisible, et ce, en y incluant l'univers tout entier. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Quand on verra dans les vidéos sur l'entropie ne concerne pas le système, mais ça concerne l'univers tout entier. La vie, le fait que vous soyez sur cette planète, vous ne pouvez pas le séparer de l'univers tout entier. Ça, c'est des choses vraiment importantes. Partir d'une intégrité non divisée signifie cependant que nous ne devons pas nous défaire de l'ordre mécanistique. Donc ça veut dire que malgré qu'il y ait quelque chose qui est non divisible, une unité, que les hindous appellent Brahman, une réalité qu'on ne peut pas couper en morceaux, on peut quand même faire de la physique, c'est-à-dire faire des successions d'ordre temporel, et c'est ça qu'il va falloir un petit peu étudier de plus près. Alors, l'idée, elle est là, en fait, elle a été formalisée par Eugène Wigner. Toute loi physique est la conséquence de l'existence d'un groupe de symétrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez abstrait. Donc je vais essayer de vous expliquer ça dans les vidéos qui viennent. D'abord, ce que c'est qu'un groupe de symétrie, et puis ensuite, comment la donnée d'un groupe de symétrie impose un univers physique. C'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionne la science, c'est-à-dire que jusqu'au XXe siècle, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des mesures. Et ensuite, lorsqu'on avait plein de mesures, on essayait de rationaliser ces mesures en trouvant des théories. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça c'est fini. On dit soit un groupe de symétrie, donc on va faire appel aux pures connaissances mathématiques, parce que les groupes de symétrie, on peut les étudier de façon purement mathématique, sans aucune connexion avec la réalité physique. Et ensuite, maintenant qu'on connaît le groupe, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur un univers qui obéirait à ce groupe de symétrie? Et c'est comme ça qu'on peut dériver les équations de Newton, les équations de Maxwell, les équations de la relativité générale. Bien sûr, les équations de la mécanique quantique, toutes déroulent dans la donnée d'une structure mathématique qu'on appelle une structure de groupe. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos.